En ce début de Seconde Guerre mondiale, à l'été 1940, la France subit la plus grosse défaite militaire de son histoire. C'est fini. Les Allemands descendent. La France est vaincue. C'est un désastre complet. Au bord du gouffre, la République se jette dans les bras de Pétain. Déjà, Pétain était une célébrité, mais là, c'est devenu une sorte de dieu. Le maréchal demande l'armistice en urgence. L'ampleur de la défaite est telle que l'armistice s'imposait. Ils sont prêts à tout admettre, y compris l'inacceptable. C'est exactement ce que veut Hitler. Il n'a pas complètement écrasé les autorités françaises, il les a domestiquées. La guerre ou la paix, les Anglais sont dos au mur. La principale forteresse de l'Angleterre sur le continent s'écroule. Hitler laisse aux Anglais juste assez de cordes pour les prendre. Ça porte un nom, ça, c'est diabolique. Le piège d'Hitler se referme. La vengeance est à portée de canon. La magnifique revanche de 1918. C'est vraiment son apothéose. Hitler jubile. Militairement, la situation est désastreuse. À la mi-mai 1940, au bout de 8 jours de combat, l'armée du Nord franco-britannique est prise en tenaille entre les blindés nazis qui foncent des Ardennes à la Manche et les troupes allemandes qui ont envahi la Hollande et la Belgique. Un officier français reçoit la mission de retarder l'ennemi pour organiser les ultimes défenses de la route de Paris. Le colonel Charles de Gaulle, à la tête d'une division blindée en cours de constitution, dirige une contre-attaque. Il a surtout été l'artisan de la seule contre-offensive française victorieuse pendant cette épouvantable campagne de France. À Montcornet, où il réussit à repousser les panzers et il arrête faute d'essence. Rien n'y fait. Des corps d'armée entiers se disloquent et des centaines de milliers de réfugiés commencent à envahir les routes. Le 18 mai, le chef du gouvernement français Paul Reynaud appelle de toute urgence Winston Churchill, le Premier ministre britannique. On se dit que seul un miracle peut sauver la France. Reynaud téléphone à Churchill en disant « Nous avons perdu ». Et Churchill va en France 24 heures plus tard et il va essayer d'aller colmater la brèche en France, la brèche politique, la brèche du défaitisme, et avec un certain succès. Et ce même jour, à 7h30 du matin, l'ambassadeur de France en Espagne arrive à Paris par le train de nuit. Il se rend immédiatement au domicile de Reynaud. Reynaud propose à Pétain la vice-présidence du Conseil. Le nom de Pétain est prononcé comme celui d'un sauveur national qui pourrait au moins recréer l'unité, parce que devant cette crise, les Français sont très divisés. Et donc, il cherche une autorité militaire, un prestige militaire. Et il faut se rendre compte de la stature du maréchal Pétain à l'époque, c'est quelque chose d'extraordinaire. Hein. Extraordinaire. Une bête super médiatique, comme on dirait aujourd'hui. Pétain, le héros de Verdun, est un coup de poker médiatique. Reynaud veut renforcer son gouvernement et donner une nouvelle impulsion à la guerre. Politiquement, le chef du gouvernement pense en plus qu'il ne risque rien en posant une vieille potiche militaire sur la cheminée. Il méprise Pétain parce que c'est un militaire, parce que c'est un homme qui parle très peu, qui s'exprime de façon un peu simple, hein, parfois. Et puis, parce que, finalement, il a 84 ans. Pour beaucoup, il est vieux, évidemment, sénile, il a des absences, il a une digestion un peu difficile, c'est-à-dire qu'il s'assoupit. Et donc, pour un homme qui a 60 ans à cette époque, et qui se prend pour un petit coq, hein, c'était un peu son style, ce vieillard de 84 ans ne peut être qu'un vieux gâteux, qu'on peut manipuler. En même temps, il n'a rien perdu de son acuité, de son intelligence. Il ne faut pas sous-estimer Pétain. Dans la soirée, Reynaud remanie son cabinet.
Il commence par prendre les commandes du ministère de la Guerre. Paul Reynaud s'efforce de ramasser un gouvernement qui soit un gouvernement de guerre. Il met Daladier, qui était ministre de la Guerre aux Affaires étrangères, et il nomme Mandel, surtout très important, ministre de l'Intérieur. Mandel qui est considéré comme l'un des bellicistes les plus durs. Et puis c'est un symbole, Mandel. Reynaud fait entrer au gouvernement des personnalités d'expérience qui ont fait leurs preuves pendant la Première Guerre mondiale. Des hommes énergiques, au tempérament combatif. Sa réponse aux premières défaites est un renforcement de son gouvernement. Pourtant, des hommes politiques comme Jules Jeanneney, le président du Sénat, et quelques observateurs de l'époque sont sceptiques sur la capacité de certains hommes de ce gouvernement à faire face à la situation. À ce moment-là s'installe une ambiguïté qui est liée au fait que Paul Reynaud fait entrer dans son gouvernement un certain nombre d'hommes politiques qui paraissent d'ores et déjà prêts à quelques compromissions. Le vice-président du Conseil, Camille Chotan, les ministres Jean Ibarnet-Garay et Anatole de Monzy ou le jeune Paul Baudouin, sous-secrétaire d'État à la présidence du Conseil, ces hommes influents commencent à lâcher prise. En coulisses et secrètement, à peine entré au gouvernement, Philippe Pétain commence son travail de sape en faveur d'un arrêt de la guerre. Pétain s'entretient en aparté avec Paul Baudouin, également membre du gouvernement. Il lui explique que la France a été très mal gouvernée. Il blâme particulièrement Édouard Daladier et le Front populaire. Paul Reynaud nomme à la tête des armées le général Maxime Weygand, un jeune vieillard de 73 ans, à la place de Gamelin, jugé incompétent. Il tardait à exécuter les ordres, il tardait à donner les renseignements sur l'armée qu'on lui demandait. Donc il fallait absolument le remplacer. Et Weygand était une gloire militaire. La presse entière a acclamé la nomination de Weygand, y compris Churchill, qui a écrit à mon père « Je vous félicite pour la nomination de Weygand, en qui nous avons toute confiance ». C'était un homme qui avait été toujours un brillant second, en particulier aux côtés du maréchal Foch, mais qui n'avait jamais commandé ni un régiment, ni une armée, ni un corps d'armée, et qui, presque aussitôt, se résigne à l'évidence de la défaite, très vite. À ce même moment, à la frontière franco-belge, Hitler savoure ses premiers succès militaires dans son quartier général secret de Brully-de-Pêche. Sur ces photos prises par son photographe, Heinrich Hoffmann, provenant des archives personnelles d'Hitler que nous dévoilons pour la première fois, on le voit entouré de sa garde rapprochée. Il reçoit son fidèle Himmler et travaille avec ses généraux, dont le général Jodl et le général Kettel, le chef de la Wehrmacht. Ce lieu est choisi parce qu'il est à la frontière entre la Belgique et la France. Il est du côté belge, mais à quelques kilomètres de la France. Donc il s'est déplacé et il s'est rapproché, c'était à des hostilités, mais encore une fois, par rapport à cette imminence du dénouement politique. Depuis son poste de commandement de Brully-de-Pêche, Hitler est aussi informé heure par heure de l'évolution de la situation politique française. Hitler n'ignore pas que dans les dernières années qui ont précédé la guerre, Pétain était sur une ligne plutôt modérée face au régime de dictature. D'ailleurs, il avait été renvoyé comme ambassadeur à Madrid. Donc c'était un signe déjà de son orientation. Et donc Hitler sait très bien ce que signifie l'arrivée de Pétain. L'arrivée de Pétain ne signifie pas que la France opte pour une stratégie de résistance. À Paris, le dimanche 19 mai, le gouvernement au grand complet se rend, à l'issue du Conseil des ministres, à Notre-Dame de Paris, prier pour la victoire. La République laïque se met à croire au bon Dieu. Le lendemain, le 20 mai, est pour Hitler un jour triomphal. Ses blindés ont franchi la Somme et atteignent la Manche.
La contre-attaque française que l'état-major allemand redoute ne se produit pas. Maintenant, Hitler ne la craint plus. Il a eu le temps de consolider sa percée. Ce même 20 mai, un diplomate suédois, Raoul Nordling, est de passage à Paris. Il demande à voir de toute urgence Paul Reynaud. Il est porteur d'une proposition d'armistice en provenance de Hermann Göring, le chef de l'armée de l'air allemande. Göring n'est pas le plus excité des chefs allemands. Lorsqu'il apprend que la guerre éclate, il est tout sauf enthousiaste. Donc, il a une perception des dangers que pourrait faire courir à l'Allemagne une continuation de la guerre. Donc, si on pouvait l'arrêter, ça serait sans doute une bonne chose. Raoul Nordling est le porteur de cette proposition allemande. Il est reçu par le chef du gouvernement français qui le connaît personnellement. La réponse de Reynaud est sans équivoque. Sa réaction, ça a été de dire, si je ne le connaissais pas, je le ferai arrêter sur le champ pour ses propos défaitistes. Mais il a dû être effaré. À qui d'autre en France, le diplomate suédois a-t-il parlé de cette proposition d'armistice allemande? Le mystère plane encore aujourd'hui. On a quand même beaucoup de raisons de penser qu'il en a parlé à Pétain et à Weygand, avec lesquels il avait une réunion à ce moment-là à peu près tous les matins. Sur le terrain militaire, les Anglais lancent alors l'opération Dynamo, nom de code donné à l'évacuation de leur armée. Décidé sans concertation avec le commandement français, ce retrait du corps expéditionnaire britannique rend impossible toute contre-attaque française. Ces troupes sont complètement bousculées et en voie d'encerclement dans le nord. Et le vendredi 24 mai est l'un des jours les plus mystérieux de la Seconde Guerre mondiale. Hitler ordonne de ralentir au lieu de pousser ses troupes en avant pour anéantir le corps expéditionnaire britannique, l'armée française du Nord et ce qui reste des troupes belges. Pourquoi le Führer prend-il cette décision? Ça fait maintenant 13-14 jours que les blindés tournent à plein régime et il faut leur donner un temps de repos. Et Hitler pense que la Luftwaffe va pouvoir terminer le travail à Dunkerque. Et Göring s'y est engagé. Les Britanniques, comme les Français, n'ont aucune information sur les raisons de cet arrêt. Les Anglais en profitent pour accélérer l'évacuation de leurs troupes à Dunkerque. 340 000 combattants sont évacués dans des conditions terribles. Au bout de 48 heures, Hitler réalise qu'il a commis une erreur. Et donc là, l'ordre est donné aux blindés de repartir, mais il y a eu 48 heures, et c'est 48 heures qui ont manqué. Le lendemain, le samedi 25 mai, se tient à Paris un comité de guerre crucial à l'Élysée. Autour du président de la République, Albert Lebrun, se trouve notamment le chef des armées, le général Maxime Weygand, le chef du gouvernement Paul Reynaud et le maréchal Pétain. Weygand y expose la situation militaire. L'armée du Nord est quasi perdue. Le généralissime organise une nouvelle ligne de défense. Alors qu'on parle de combat, le président Lebrun fait une déclaration qui surprend une partie de l'auditoire. Le président de la République, Albert Lebrun, dit « S'il arrivait, messieurs, que l'Allemagne nous fasse une proposition d'armistice, je crois qu'il faudrait l'examiner. » Alors lui, il met toujours un peu les pieds dans le plat, hein, parce que, bon, c'est pas la subtilité qui le caractérise, en général, et donc il dit des choses qu'il n'aurait peut-être pas dû dire. Il y a donc deux personnes qui disent « on peut y aller, on peut demander les conditions allemandes ». Ces deux personnes sont Lebrun et Pétain, qui n'ont vraiment pas l'air de craindre les conditions allemandes, donc qui ont l'air de les connaître. Cette proposition fait réagir Paul Reynaud violemment. Mon père entre dans une colère froide et dit d'une part, si le front est percé, nous continuerons la lutte jusqu'à la mort, et d'autre part, nous sommes tenus à notre engagement vis-à-vis des Anglais. Ce serait perdre l'honneur que de demander l'armistice. Un tel armistice n'est pas compatible avec l'accord franco-britannique de mars 1940. Pas question de lâcher nos alliés.
Weygand, dont l'influence va au-delà de son rôle militaire, ne s'affiche pas partisan de l'armistice, mais le juge déjà inéluctable. Le généralissime français, qui est l'homme clé de la situation, est alors à l'origine de la seule initiative politique de ce comité de guerre. Le général Weygand prend une initiative très claire, c'est de dire « Bon, moi je suis d'accord qu'il faut consulter les Anglais, mais qu'est-ce que tu fais là, Reynaud? T'es pas encore à Londres ?» Et donc, Weygand est à l'origine d'envoyer la tête du gouvernement français à Londres, toute affaire cessante. Quelques heures avant l'arrivée de Paul Reynaud, le cabinet de guerre britannique est lui aussi secoué par les mêmes tensions. Visiblement, les propositions de Göring ont voyagé secrètement jusqu'à Londres. Ce matin du 26 mai, c'est le ministre des Affaires étrangères, Lord Halifax, qui met les pieds dans le plat. Halifax, donc le ministre des Affaires étrangères, est visiblement acquis à l'idée d'accepter les propositions de Göring, et Churchill, par principe, est hostile à tout examen des conditions allemandes. Mon père a toujours joué carte sur table avec Churchill, et quand il s'est réuni avec lui ce jour-là, il les a prévenus, il leur a dit voilà, au sein de mon gouvernement, il y en a qui posent la question de l'armistice. Évidemment, je suis contre et je ne demanderai jamais l'armistice, mais ça va être difficile. Pendant que Churchill termine d'évacuer ses derniers soldats, le roi des Belges, Léopold III, vaincu, ordonne la capitulation de l'armée belge le 28 mai à 4 h du matin. La capitulation est une reddition militaire, alors qu'un armistice est un acte politique qui met fin aux hostilités entre ennemis. Reynaud prend la parole pour annoncer cette mauvaise nouvelle aux Français. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4 h du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seules dans le nord contre l'ennemi. Sans un regard, sans un mot pour les soldats français et anglais, le roi Léopold III de Belgique n'a mis pas les armes. Après la capitulation du roi des Belges, Hitler relance ses troupes et le 4 juin, Dunkerque, en flammes, tombe aux mains des Allemands. Étant donné la situation militaire catastrophique, Paul Reynaud fait un remaniement au sein de son gouvernement. Il veut donner la priorité aux idées offensives de De Gaulle. Reynaud, n'ayant rien à perdre et voyant que le seul moyen, c'était de suivre la stratégie proposée par De Gaulle, il fait appel à De Gaulle comme sous-secrétaire d'État à la Défense nationale. Il est important pour lui de renforcer ce clan des durs. Et il sait très bien que De Gaulle, comme lui, veut mener la guerre jusqu'au bout, puisqu'ils l'ont préparée ensemble avant la guerre. Reynaud remanie son gouvernement en faisant entrer un De Gaulle combatif, malgré l'opposition de plusieurs ministres et qu'Albert Lebrun n'aime pas. Mais celui qui vient aussi d'être nommé général de brigade à titre provisoire ne détient aucun vrai pouvoir décisionnaire. Reynaud, qui le missionne, a conservé le ministère de la guerre. Sa mission, telle que Reynaud la lui présente, c'est d'aller en Angleterre pour essayer d'obtenir de Churchill des renforts, notamment en termes d'aviation. Pourtant, De Gaulle n'obtient rien à Londres. Mais ce voyage est déterminant. Il y a un premier lien fort de tisser entre le secrétaire d'État et Churchill. Le courant a commencé de passer vraiment entre ces deux personnalités d'exception. Et donc, De Gaulle commence à être un interlocuteur auquel Churchill prête attention. De retour de Londres, De Gaulle se rend au quartier général du général Untiger, commandant du groupe d'armées Centre, sonder ce dernier pour éventuellement remplacer le défaitiste Weygand. Ce que vous avez eu, c'est une sorte de lutte feutrée, et parfois un petit peu moins. D'un côté, De Gaulle, Mandel et les rares membres du cabinet qui étaient pour poursuivre la guerre, et puis tous les autres. Les autres, minoritaires, sont les tenants d'un armistice avec l'Allemagne, groupés autour du maréchal Pétain et du général Weygand. Alors le général Weygand, ce qui peut être ambigu, si vous voulez, c'est qu'on le voit tout le temps dans le Conseil des ministres. Et c'est bien là le problème. Donc il arrive, il fait son topo, c'est tout à fait normal. Il traîne beaucoup ensuite dans le Conseil des ministres. Il n'en est pas membre et il commence à intervenir dans les débats. Et ça, c'est quand même un gros problème parce qu'il n'est pas ministre.
Weygand dit en Conseil des ministres, si le front de Somme est percé, tout est perdu, et dans ce cas-là, il n'y a plus qu'une chose, demander l'armistice. Mon père envisage de limoger Weygand, mais il se dit, on ne va pas avoir un troisième commandant en chef en temps de guerre, c'est vraiment trop risqué, surtout que les deux gloires militaires que sont Pétain et Weygand seraient évidemment opposés à ce commandant en chef. De Gaulle a d'autres options en tête. Le jeune sous-secrétaire d'État a intégré le fait que le combat doit être mené depuis l'extérieur du territoire français. Il propose de mettre au point un dispositif en 2 temps. Il y a 2 solutions à ce moment-là. Il est clair que la métropole, si ce n'est déjà fait, est perdue ou va l'être. Et donc l'idée est de transporter l'ensemble des pouvoirs publics, gouvernement, mais aussi les assemblées, le Sénat, l'Assemblée et l'administration, soit en Afrique du Nord, soit ce qu'on appelle la tactique du réduit breton. L'idée du réduit breton, c'était d'enfermer, quels que soient les pouvoirs publics, le président de la République, le gouvernement, etc., comme dans un donjon en Bretagne. Puis à partir de là, essayer de maintenir une partie du territoire national hors de portée des Allemands. Et puis, si ce n'est pas possible, être évacué en Grande-Bretagne. Mais il est extrêmement important aux yeux de Gaulle et de Reynaud, surtout de Gaulle, j'insiste, parce que Reynaud lui dit qu'il est d'accord, mais en fait, il ne fait rien de ce qu'il faudrait pour que cette éventualité se produise. Il est fondamental que le gouvernement soit libre. Les Allemands continuent leur percée. La ligne de défense française est rompue. Les Allemands entrent à Rouen, traversent la Seine et commencent à remonter vers Paris. Samedi 8 juin, la bataille Weygand s'achève. C'est la débâcle. Les Français, après Dunkerque, se retrouvent tout seuls face aux Allemands. Et Churchill, il voudrait déjà qu'il y ait une sorte de résistance populaire. Et donc il dit, mais Paris est imprenable, rue par rue, vous vous rendez compte, on peut retarder l'ennemi. Il s'agit, encore une fois, de repousser l'échéance, en sorte que l'Angleterre puisse se renforcer. Les espoirs de Churchill sont vite déçus. À 23 h le dimanche 9 juin, une voiture officielle quitte Paris. C'est une Buick. Sur la banquette arrière, Pétain. Pourtant, lors du Conseil des ministres qui s'est tenu ce même jour pour discuter de l'évacuation du gouvernement, Pétain a lu une note s'opposant à ce départ. Il a dit qu'il resterait et parlementerait avec Hitler en cas de nécessité. Il file vers le château de Trousse-Barrière, à Briare, en Touraine, où va s'installer le quartier général. Dans l'abandon de la capitale, Pétain est le premier partant. Et, le lendemain, le 10 juin à 19 h 30, une mauvaise nouvelle est annoncée. Mussolini a déclaré la guerre le 10 juin au soir. Bon, une guerre qu'il espérait de ses voeux depuis longtemps, mais qu'il n'osait pas faire ou qu'il ne voulait pas faire. Et dans les derniers temps, ça l'avait même un peu stressé parce qu'il avait peur qu'Hitler ne lui soit pas tellement reconnaissant d'être intervenu au moment où il avait pratiquement gagné la guerre tout seul. Le chef du gouvernement s'adresse aux Français pour leur remonter le moral. La France a traversé de plus rudes épreuves. C'est alors qu'elle a toujours étonné le monde. La France ne peut pas mourir. À 23 h, la radio diffuse un communiqué officiel annonçant « Le gouvernement est obligé de quitter la capitale pour des raisons militaires ». À ce moment-là, Paris n'est plus sûr, on a déjà brûlé les documents au Quai d'Orsay, etc. Et on s'attend à une arrivée imminente des Allemands à Paris. Donc il faut que les autorités échappent. À minuit, Reynaud quitte Paris en voiture direction la Touraine. Il voyage en compagnie de Gaulle. Le général pousse le chef du gouvernement à trancher entre soit résister en Bretagne, soit quitter la métropole pour continuer la guerre. De Gaulle pensait, puisque Reynaud lui avait assuré, qu'il ferait transférer l'essentiel des troupes et de l'aviation en Afrique du Nord. Paris est déclaré officiellement ville ouverte. 2 millions de Parisiens fuient l'arrivée des Allemands. Ce jour-là, Churchill revient en France pour un conseil suprême interallié en vue de conforter Paul Reynaud. Churchill, qui fait plusieurs voyages depuis Londres
Voyage extrêmement risqué avec son petit Lysander, escorté par quelques Spitfire, dans un ciel totalement dominé par la Luftwaffe. Churchill vient 4-5 fois en France, il ne faut pas l'oublier, essayer de remonter le moral de ces messieurs, non sans arrière-pensée, quand même, parce que plus la France se maintient dans le combat, plus ça donne du temps à l'Angleterre de s'armer, de se défendre. Au château de Briare, où se tient un conseil interallié, le général Weygand demande l'intervention des escadrilles de la RAF. Churchill refuse, car il veut les réserver pour la défense contre une attaque directe de l'Angleterre. Le conseil fini, il faut ensuite tout l'après-midi pour que les participants français parviennent à rejoindre les autres ministres pour un nouveau conseil à Cangé, près de Tours. On avait prévu donc dès 1938, en cas de repli, où logerait-on les ministres. Alors on affecte un château à chacun, mais il y a aussi le président des chambres à loger. Et puis ils sont tous éloignés les uns des autres. Alors il faut faire des allers-retours dans la journée pour joindre ses collègues qui peuvent se trouver à 30 km, pour aller à Tours, pour en revenir, etc. C'est très compliqué. Il faut voir dans quelles conditions se passent d'ailleurs ces réunions à Briare et Tours. Il y a un téléphone et il est dans les toilettes et tout le monde fait la queue devant les toilettes pour arriver au téléphone qui est pendu au mur. Pour ne rien arranger, plusieurs membres du gouvernement voyagent avec famille et maîtresse. Celle qui pose le plus de problèmes est Hélène de Portes. Fervente partisane de l'armistice, elle n'hésite pas à saboter le travail de Paul Reynaud. Paul Reynaud est parti avec sa maîtresse, Madame de Portes, d'Aladier avec la sienne, la marquise de Crussol. Ces deux femmes qui se détestent à l'égal de leurs hommes vont agrémenter les conseils des ministres, notamment Madame de Portes, de rentrées intempestives, y compris un jour en robe de chambre. Elle va dire son avis au milieu des ministres absolument ébahis. C'est même une telle pagaille qu'on voit à un moment Madame de Portes en pyjama rouge dans la cour du château où loge Paul Reynaud, qui fait le service d'ordre et qui fait ranger les voitures. La maîtresse de Paul Reynaud était une défaitiste acharnée qui confisquait les notes et les télégrammes qui ne lui plaisaient pas et qui les cachait sous son oreiller. Enfin, c'était catastrophique. Toujours au château de Briare et sous la présidence d'Albert Lebrun, un conseil des ministres s'ouvre à 19h45 le 11 juin. Cette fois-ci, Weygand plaide ouvertement pour l'armistice. Il est approuvé par Pétain et refusé par Reynaud. Mon père dit à Weygand: mais enfin, vous voulez traiter avec Hitler, mais vous croyez qu'Hitler, c'est Guillaume Ier, or Hitler, c'est Jean Giscard. Ce conseil des ministres houleux se termine à 11h du soir. Mandat est donné à Reynaud pour faire venir Churchill une nouvelle fois pour lui exposer la situation. À minuit, Pétain prend ses quartiers au château de Nitray. Reynaud se rend à son domicile provisoire, le château de Chissay, où il retrouve de Gaulle, qui, de retour de Rennes, lui parle encore du réduit breton. De Gaulle, jusqu'à ce moment-là, était encore en faveur du réduit breton. Et il n'est pas impossible que mon père hésitât encore entre la Bretagne et l'Algérie. L'Empire d'un côté, la Grande-Bretagne de l'autre. Et les partisans de l'armistice, évidemment, agitent l'idée que de toute façon, les Britanniques, qui sont réalistes, dès lors que la France aura conclu un accord d'armistice, se retireront de la guerre et eux-mêmes feront un compromis. Churchill est de retour le 13 juin pour l'ultime réunion du Conseil interallié à Tours, au château de Cangé. C'est certainement l'une des journées les plus importantes. Il est question de libérer ou non la France de son obligation de ne pas conclure de paix séparée sans le Royaume-Uni. Il se rend compte que cette proposition est un véritable piège dans lequel Reynaud va s'engouffrer. Et il demande à Reynaud de respecter l'accord franco-britannique de mars 40 qui prescrit que la France et l'Angleterre ne déposeront pas les armes séparément. Deux thèses s'affrontent ce jour-là. La première, répandue immédiatement par les pétainistes, c'est qu'au cours de cette séance, Churchill a délié la France de l'engagement de ne pas conclure d'armistice séparé. La seconde, défendue par les Anglais et les gaullistes, c'est qu'au contraire, Churchill affirme ce jour-là la validité de l'accord. À s'en tenir à la lettre des différents procès-verbaux du Conseil, la seconde thèse l'emporte. En fait, tout part d'un malentendu.
À plusieurs reprises, à chaque fois que quelqu'un parlait, que ce soit Reynaud ou bien que ce soit d'autres membres du gouvernement, qui, eux, continuaient à demander à être déliés de leur engagement, Churchill disait « je comprends ». Et je comprends, en fait, ce que ça voulait dire, c'était qu'il comprenait ce qui était dit avant l'interprétation. Mais ça ne voulait pas du tout dire qu'il n'avait rien accepté du tout. Pour annuler tout malentendu, Reynaud renvoie de Gaulle à Londres avec un double but. Trouver le tonnage nécessaire pour transporter l'armée française en Afrique du Nord et inciter Churchill à soutenir Reynaud dans sa poursuite de la guerre. De Gaulle pensait, puisque Reynaud lui avait assuré, qu'il ferait transférer l'essentiel des troupes et de l'aviation en Afrique du Nord. C'est pour cette raison que De Gaulle se rend en Angleterre la dernière fois. C'est justement pour organiser les transports. En fin d'après-midi ce même jour, vers 18 h, un nouveau conseil des ministres s'ouvre au château de Cangé. Survient un coup de théâtre. Weygand fait part d'un appel téléphonique reçu par ses services annonçant « Alors que les Allemands sont aux portes de Paris, un gouvernement communiste s'est constitué et Thorez doit s'installer le soir même à l'Élysée. » Weygand affirme que Thorez est à l'Élysée et que toutes les relations téléphoniques sont coupées. À ce moment-là, Mandel sort de la pièce, rentre quelques minutes plus tard et dit « C'est du pur roman, j'ai le préfet de police en ligne, vous voulez lui parler ?» demande-t-il à Weygand. Pas un hasard si cette fausse information parvient ce soir-là en plein Conseil des ministres, alors que la plupart des communications sont rompues. Le gouvernement de la République n'a jamais été dans un état de décomposition aussi avancé. Weygand reprend son plaidoyer en faveur d'un armistice. Paul Reynaud pousse plutôt Weygand à faire capituler l'armée et à transférer la marine et l'aviation en Afrique du Nord pour continuer la guerre. Reynaud réfléchit à ce qu'il peut faire pour sauver la situation. Il s'adresse à Weygand et lui demande s'il est possible d'évacuer l'armée en Afrique du Nord. Weygand lui répond qu'il ne partira que contraint et forcé. Cela montre le degré de désobéissance au sein du gouvernement. Weygand part du principe qu'il n'y a pas d'autre solution que celle de l'armistice. Il ne veut en aucun cas demander une capitulation, parce que ça serait une tâche sans nom sur les drapeaux de l'armée française. Il a d'ailleurs une discussion extrêmement vive avec Paul Reynaud sur le sujet, discussion d'autant plus vive qu'elle s'est passée en public, et qu'il a reculé de 3 pas devant son aide de camp et les personnes qui étaient autour de lui pour bien montrer et bien dire à voix forte ce qu'il en pensait. Malgré son refus, Reynaud ne le révoque pas. Weygand quitte la salle du Conseil en claquant la porte. Pétain sort du bois et dit à mon père il n'est pas question que le gouvernement parte en Afrique du Nord. Pétain soutient Weygand et lit une note qu'il a préparée. Il est impossible au gouvernement, sans émigrer, sans déserter, d'abandonner le territoire français. Le renouveau français, il faut l'attendre en restant sur place. L'armistice est, à mes yeux, la condition nécessaire à la pérennité de la France. C'est un coup d'État en douceur. Comment le maréchal octogénaire trouve-t-il l'inspiration et l'énergie d'un tel coup? C'est l'un des mystères du drame de 1940. Désormais, à côté du gouvernement Reynaud, se forme un gouvernement Pétain. Reynaud comprend le danger et réfute cette déclaration. L'argument de Pétain, c'était « vous n'allez pas le quitter le sol français ». Et mon père lui répond « mais quoi qu'il arrive, à ce moment où nous sommes, la mainmise de l'Allemagne sur la France est inévitable, mais si en plus vous vous privez des Anglais, alors là vous perdez l'espoir, et vous aurez perdu et l'honneur et l'espoir ». Le 14 juin, après un bombardement sur l'aérodrome de Tours, décision est prise de transférer le gouvernement à Bordeaux. Ce même jour, au petit matin, les troupes allemandes entrent dans Paris et défilent sur les Champs-Élysées. C'est un symbole très fort, évidemment. Et donc la victoire ne fait plus de doute. Si on en reste, évidemment, au théâtre continental. Le soir, le gouvernement est à Bordeaux, déjà surpeuplé de réfugiés. Dans la salle à manger de l'hôtel Splendide, où se retrouvent de nombreux élus et membres du gouvernement, De Gaulle, à table avec l'envoyé de Churchill, le général Spears, croise Pétain. Ils se serrent la main, sans échanger une parole. Ils ne se reverront jamais.
Le 15 juin, le Conseil des ministres s'ouvre à 16 h à Bordeaux. La question de l'armistice est au centre des discussions. Camille Chautemps, le vice-président du Conseil, propose que le gouvernement demande aux Allemands les conditions d'un armistice. Une proposition qui paraît rallier la majorité. Ne demandons pas l'armistice, ne sollicitons pas l'armistice, mais demandons à quelles conditions M. Hitler accorderait un armistice à la France. Une fois qu'il aura donné ces conditions, nous les jugerons, et si ces conditions sont déshonorantes, eh bien, nous refuserons l'armistice. Si la démonstration est faite que ces conditions sont inacceptables, le gouvernement n'aurait d'autre solution que de quitter la France. Dans la soirée, Reynaud télégraphie à Churchill la permission de demander les conditions d'un armistice à l'Allemagne. Il prend sur lui de demander à son propre compte la proposition Chautemps, dans l'idée d'aller voir Churchill le jour même et de mettre carte sur table et de lui expliquer la situation. L'armistice, oui, mais pas sans les Anglais. C'est ça sa position. De son côté, De Gaulle est de nouveau à Londres le 16 juin pour discuter avec Churchill. À 12 h 35, le Premier ministre britannique envoie une réponse à Reynaud au sujet de l'armistice. L'Angleterre donne son accord le matin par 2 télégrammes qui mettent une seule condition, c'est la mise à l'abri de la flotte française dans des ports britanniques. Et donc c'est de ça que devrait discuter le Conseil des ministres qui est fixé à Bordeaux en milieu d'après-midi, à 16 h. Toujours à Londres, le général de Gaulle rencontre dans la matinée Jean Monnet, un agent d'influence de la France. Jean Monnet vend à de Gaulle un projet de fusion des 2 pays, de la France et de l'Angleterre, des 2 gouvernements, des 2 états-majors, pour la durée de la guerre. C'est un peu fou, mais ça a été significatif d'un espoir jusqu'au bout chez les Anglais, entretenu, espoir que les Français tiendraient bon. Et Jean Monnet convainc de Gaulle, parce que de Gaulle connaît son Paul Reynaud et sait que Paul Reynaud va céder dans l'après-midi. Si un message fort ne vient pas de Londres. À 16 h, Reynaud ouvre le Conseil des ministres. À 16 h 30, le téléphone sonne. De Gaulle est au bout du fil. Depuis le 10 Downing Street, il dicte à Reynaud le projet d'union franco-britannique qu'il vient de faire adopter par le cabinet anglais. À 17 h, Reynaud informe le Conseil de la nouvelle. C'est une proposition désespérée et ça tombe complètement à plat quand Reynaud la propose au Conseil des ministres. Ça n'a même pas tombé seulement à plat, ça a été l'indignation. Certains disent « Ah bah oui, voilà bien les Anglais, ils sont en train de nous prendre pour un dominion. » Vous me refusez mon projet d'union, ça veut dire qu'on va demander à l'Allemagne ses conditions d'armistice. Là, il y a une majorité du Conseil qui a basculé sur cette position-là. Et donc, moi, je ne veux pas demander ces conditions d'armistice. Sous-entendu, je ne veux pas les demander sans l'Angleterre. Et donc, je démissionne. À 20 h, Paul Reynaud démissionne. Immédiatement, le président de la République réunit le chef du gouvernement et les présidents des chambres à l'hôtel de la préfecture de Bordeaux. Le président de la République, qui est un moi faible, consulte les présidents des chambres, c'était l'usage, et leur demande qui, après la chute de Reynaud, il faut renommer président du Conseil. Et tous les 2 disent très clairement Paul Reynaud. Paul Reynaud, rappelez-le, et qu'il fasse un gouvernement de combat. Et à ce moment-là, le Brun réplique, mais je ne peux pas prendre un homme qui ne veut pas traiter avec Hitler, indiquez-moi donc un autre nom. Et Albert Lebrun choisit le maréchal Pétain, qui arrive avec déjà une petite équipe qu'il a secrètement préparée, avec derrière lui Pierre Laval. Le soir même, à 21 h 30, un avion en provenance de Londres atterrit à Mérignac. De Gaulle surgit de la cabine persuadé que le projet d'union a été accepté. Apprenant que Pétain a pris le pouvoir, il craint d'être arrêté et va trouver Spears, l'agent de Churchill, pour lui demander de reprendre l'avion pour Londres. Il est parti dès le lendemain matin, très très tôt, en s'arrangeant d'ailleurs pour donner le change et pour que son départ n'attire pas trop l'attention des nouveaux responsables. La Troisième République n'est plus qu'un cadavre. On ne sait rien à Bordeaux des intentions d'Hitler. À minuit, 2
Pétain réunit son premier conseil des ministres. Il est décidé de faire appel à l'Espagne pour faire parvenir à Hitler la demande des conditions d'un armistice. Il faut bien un pays neutre. Tous les pays neutres d'Europe commencent à filer doux devant Hitler. Il n'y a pas un pour racheter l'autre. Et Pétain est quand même très copain avec Franco. Ils ont une certaine familiarité, tous les deux. Donc, autant passer par l'Espagne. À 12h30, le 17 juin, après avoir réuni son premier conseil ministériel, Pétain enregistre un appel radiophonique depuis une salle du lycée Longchamp, à Bordeaux. Il s'apprête à commettre sa première erreur. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, c'est le cœur serré que je vous dise aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Le discours du maréchal Pétain du 17 juin est vraisemblablement la faute, enfin une des fautes, en tout cas la première grande faute qu'il ait commise. Pétain demande aux Français de cesser le combat. Il est temps de cesser le combat. Il n'a pas encore la réponse des Allemands et il dit déjà, voilà, alors à quoi peuvent servir des négociations d'armistice si on commence déjà à cesser le combat? Donc ça paraît totalement aberrant. Et d'ailleurs, les Allemands qui n'en demandaient pas tant vont relayer le discours de Pétain par des lâchers de tracts par avion, par-delà des lignes, des messages par haut-parleur, en disant « Vous avez entendu ce qu'a dit le maréchal Pétain, lâchez les armes ». Pour les Anglais, ça prouve que Pétain ne maîtrise pas les choses et qu'il y a de fortes chances pour qu'il lâche sur toute la ligne. Le lendemain, le 18 juin, le gouvernement tente de corriger l'impression désastreuse du message sur le moral des troupes, qui se battent encore, en remplaçant la phrase « Il faut cesser le combat » par « Il faut tenter de cesser le combat ». Une phrase qui n'a ni queue ni tête, qui mérite sa place dans la nomenclature des grands faux en écriture de l'histoire du monde. Pendant ce temps, la demande d'armistice du gouvernement français est remise à Hitler à son quartier général. Après lecture, le Führer exulte et esquisse un pas de danse. Le Führer informe immédiatement Mussolini et lui donne rendez-vous à Munich pour le lendemain. Tout en maintenant la pression sur le front, il fait une réponse au gouvernement Pétain. Hitler répond en début de soirée par un communiqué disant « Le gouvernement allemand se réunira demain à Munich avec le gouvernement italien ». Donc, seule réponse à la demande des conditions d'armistice, « Ah bah, faut que j'en cause avec Mussolini ». Après quoi, les autorités allemandes disent aux Français qu'ils entreront en contact avec eux via la radio militaire. Ils doivent rester à l'écoute. À Bordeaux, c'est un peu la panique, parce qu'on n'a pas tellement d'idées de la manière dont les choses vont se faire, d'autant qu'en plus, les archives sont restées au Quai d'Orsay. Donc, ironie du sort, les autorités françaises vont se précipiter voir le directeur des archives municipales de Bordeaux pour lui demander par tous les moyens de retrouver tout ce qu'il peut sur les conventions d'armistice de 18, et notamment les conventions d'armistice en elles-mêmes, de manière à pouvoir se faire une idée. À Bordeaux, la tension monte encore d'un cran. Les membres du gouvernement commencent à s'énerver, y compris Pétain. On est sans nouvelles de Hitler, alors que les armées allemandes continuent leur progression. Bordeaux n'est plus qu'à quelques heures des divisions Panzer. Le président de la République réunit autour de lui Pétain, Jeanneney et Herriot. Les présidents des chambres souhaitent se mettre à l'abri afin de poursuivre la lutte hors du territoire français en cas de rejet des conditions d'armistice. Ceux qui ne sont pas partisans de l'armistice voudraient former un gouvernement en Afrique du Nord. Alors il faut qu'il y ait Lebrun, il faut qu'il y ait le garde des Sceaux aussi, parce qu'il a les Sceaux de la France, ça c'est très important. Et puis les présidents des chambres, c'est-à-dire ce qui représente les pouvoirs publics. Pétain, le chef du gouvernement, donne son accord en rappelant l'engagement qu'il a pris de ne quitter en aucun cas le territoire national. L'amiral Darlan donne ensuite l'ordre d'armer le paquebot Massilia, qui se trouve au port du Verdon, à l'embouchure de la Gironde, et de faire préparer des bateaux de transport à Port-Ventre, dans les Pyrénées-Orientales. Au même moment, à Londres, le général de Gaulle demande à Churchill l'autorisation de pouvoir lancer un appel à la radio. Churchill refuse. Il refuse parce que
Ils disent que ce n'est pas le moment de compliquer les relations avec le gouvernement de Bordeaux, alors qu'on risque d'en avoir besoin pour soustraire la flotte et l'Empire à l'emprise des Allemands. Finalement, les Britanniques décident d'autoriser De Gaulle à diffuser son appel à la BBC, à la condition qu'il accepte de d'abord soumettre son texte. Le soir, depuis Londres, De Gaulle lance son appel radiophonique. Il atteint un très petit nombre d'auditeurs. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance que va vous faire le général de Gaulle. Général de Gaulle. Nous croyons que l'honneur des Français consiste à continuer la guerre aux côtés de leurs alliés et nous sommes résolus à le faire. Ce même 18 juin, Hitler est avec Mussolini à Munich. Les deux dictateurs conviennent que la France devra conclure 2 armistices séparés. Un avec l'Allemagne et l'autre avec l'Italie. Le premier n'entrera en vigueur que si le second est signé. Pour que la France ne soit pas tentée de poursuivre la guerre à partir des colonies africaines, par exemple, Hitler a quand même fait prendre conscience à Mussolini qu'il fallait être responsable. C'est-à-dire il fallait adopter des mesures qui marquent vraiment la défaite française face à l'Allemagne, mais avec des mesures qui ne soient pas perçues de façon provocatrice par le gouvernement français. Au petit matin du 19, l'Espagne informe Pétain que le gouvernement allemand demande à connaître les noms des membres de la délégation française. Aussitôt, une brève réunion se tient au domicile privé du maréchal. En présence de Weygand, de l'amiral Darlan, du ministre des Affaires étrangères Baudouin et du conseiller Raphaël Alibert, les plénipotentiaires sont désignés d'office, sans les consulter. Weygand aurait voulu y aller, mais on trouve que c'est faire trop d'honneur à Hitler que d'envoyer le généralissime, quand même. Donc, en 18, les Allemands ont envoyé le généralissime. Et il faut surtout envoyer des personnes qu'on peut trouver facilement. Parce que le problème à l'époque qu'on a complètement perdu de vue aujourd'hui, c'est que toutes les communications sont coupées et que les autorités françaises, qu'elles soient civiles ou militaires, sont également sur les chemins. Le seul officier de haut rang à être joignable ce jour-là est le général Untiger. Il doit se présenter immédiatement à Bordeaux. Unzinger va accepter cette mission, une mission qui est particulièrement difficile au cœur d'un soldat. Ensuite, on va choisir le général Bergeret, d'abord parce qu'il n'est pas loin, mais ensuite parce qu'il est général de l'air. Et Bergeret va donc représenter les intérêts de l'armée de l'air. Ensuite, on va choisir le général Parisot, parce que le général Parisot, il a des rapports particulièrement bons avec les Italiens, et on pense que ça peut servir. Le 4e militaire est choisi avec une attention toute particulière par l'amiral François Darlan. Il s'agit de son premier adjoint, le vice-amiral Maurice Leluc. Sa mission est de veiller au joyau des armées, la flotte militaire française ultramoderne. Darlan a notamment donné sa parole aux Britanniques de ne faire aucune concession sur ce dossier. Darlan choisit Leluc de manière à pouvoir imposer ses volontés en matière de marine et être sûr que les choses n'aillent pas autrement. Le dernier membre de la délégation est un civil, le diplomate Léon Noël. Alors, Léon Noël est assez proche de Laval. Quand on regarde la biographie de Léon Noël, c'est l'ancien ambassadeur à Varsovie, mais avant, il avait été directeur de la Sûreté nommé par Pierre Laval. Vers midi, ces 5 noms sont communiqués à Berlin via Madrid. L'armée allemande continue d'avancer alors que le gouvernement français a demandé à Hitler de se fixer sur les positions qu'elles occupent. À Bordeaux, bombardé dans la nuit, l'incertitude accroît la panique. Devant le Conseil des ministres du matin du 20 juin, Lebrun fait part de sa décision de quitter Bordeaux dans la journée. Pétain, que Weygand et Darlan ont agonisé d'injures en lui disant qu'il vient de perdre son futur régime et qu'il a donné tous les pouvoirs à des gens qui vont transférer la distance de l'autre côté de la Méditerranée et que lui ne comptera plus du tout, se rendre compte qu'il a fait une bêtise. Parce qu'ils croient en Pétain, et sans doute parce qu'ils ont beaucoup à perdre en laissant s'échapper la possibilité d'un État dirigé par le maréchal, dans la coulisse, 2 hommes redoutables, Pierre Laval et Raphaël Alibert, font alliance. Pour garder Pétain, il faut un armistice et les garants de l'État et de la République présents sur le sol français.
Laval, lui, a très bien compris les choses et avec Raphaël Alibert, ils vont agir ensemble, si vous voulez, pour empêcher le départ des pouvoirs publics. Pour atteindre cet objectif, tous les ministres et représentants de l'État reçoivent l'ordre leur enjoignant de demeurer à leur domicile dans l'attente d'instructions et de ne quitter sous aucun prétexte la ville. Certains sont stoppés en chemin alors qu'ils sont déjà loin. C'est à la préfecture de Toulouse que Jules Jeannet, président du Sénat, qui partait pour aller prendre un bateau à Port-Vendre, est arrêté et qu'on lui dit qu'il y a eu un contrat. La matinée du 21, Lebrun se ravise. On lui dit que les Allemands sont finalement aux portes de Bordeaux. Il téléphone à Pétain qu'il part. Laval, à la tête d'une délégation de parlementaires, fait le siège du bureau de Lebrun pour le forcer à rester. Il s'assoit en face du président et il le menace, quasi physiquement. Ils lui disent que si jamais il part en Afrique du Nord, jamais plus il ne pourra remettre les pieds en France. C'est une véritable crise hystérique qu'il fait. Et puis Lebrun, au lieu d'appeler les huissiers de mettre à la porte, c'est tout ce qu'il aurait dû faire. S'il a eu un peu de dignité, il se laisse injurier comme ça. Et donc Lebrun cède et il accepte de demeurer sur le territoire. Entre-temps, les noms des délégués français sont acceptés par l'Allemagne. Les plénipotentiaires avec à leur tête le général Untiger prennent la route à 14 h. La délégation française va partir avec un drapeau blanc et le drapeau d'Unzinger, qualité de général d'armée, avec ses 5 étoiles. La route, c'est point de départ Bordeaux, point d'arrivée où ils vont être pris en charge Tours. En un mois de combat, Hitler a mis la France à genoux. C'est la revanche militaire de l'Allemagne sur la défaite de 1918. Pour la savourer, Hitler veut aussi enfermer la France dans le piège de l'armistice. La victoire est complète lorsque Pétain le lui demande le 17 juin 1940. Le jour où il devient le chef du gouvernement d'une France au fond du gouffre.